peut comprendre, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler sur l'amont. Et l'amont, c'est quoi? C'est la réduction des risques. L'amont, c'est quoi? C'est de la prévention. L'amont, c'est quoi? C'est remettre en cause nos stratégies sanitaires et probablement de réfléchir autrement. Il y a un mouvement qui est en train de se faire avec, par exemple, le Public Health England, qui est l'organisme d'État au Royaume-Uni, qui commence à reconnaître la validité et l'importance des questions de réduction de risques, notamment dans le domaine du tabac. Vous faire réfléchir sur un certain nombre donc, de chiffres et voir avec vous qu'est-ce que ça coûte à la société si nous on ne se met pas dans une dynamique de réduction donc, des risques. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que, et Dr Hayat en parlera encore beaucoup mieux que moi, c'est qu'une bonne partie des cancers peuvent quand même être évités. Après 40 ans de lutte contre le tabac, et contre le cancer et contre le tabac, je ne crois plus à la possibilité d'un monde sans tabac. Alors, il faut à ce moment-là penser à autre chose. Et c'est pour ça que les stratégies, me semble-t-il, de réduction des risques sont aujourd'hui les plus pertinentes. La pollution n'est pas une fatalité et qu'on peut lutter contre et qu'on peut améliorer les choses. La réduction de risques de santé est une nécessité. Les pays d'Afrique sont en retard. Si dans les pays occidentaux, on a une amélioration de la survie, ce n'est pas parce qu'ils ont une machine sophistiquée, c'est parce qu'ils ont commencé à faire de la prévention, à faire le dépistage. Et maintenant, même s'ils ont des incidences élevées de cancer du sein, ils ont des mortalités faibles. Je rêverais d'un monde sans tabac, mais comme ce qui a été dit par mon maître professeur David Kayat, je pense que c'est illusoire et probablement il faut prendre d'autres alternatives, notamment pour ceux qui fument. Si on a affaire à des gens qui ont énormément de problématiques dans la maîtrise de leur comportement, et qui donc, par la conséquence, n'arrivent pas ou éprouvent énormément de difficultés à arrêter le tabagisme, est-ce qu'on est en droit de leur proposer autre chose qui est moins toxique et moins nocif pour leur santé? Ça, c'est donc le premier rationnel pour une stratégie de harm reduction, une réduction des risques et méfaits. Si devant nous, on a une population galopante et on est en face, et va être en face devant un pool énorme de tabagiques à faire sortir et on n'a pas les moyens d'y faire face et de les sortir, il devient urgent de trouver des alternatives qui nous ramènent à rabaisser le taux, la prévalence de tabagisme dans les plus brefs délais. C'est pour ça que pousser les tabagiques à consommer des produits alternatifs moins risqués, s'ils existent, on verra qu'ils existent, ça devient une urgence parce qu'on ne peut même pas, on n'a même pas le temps d'attendre que les politiques consensuelles et habituelles donnent leurs fruits. On aura un coût humain et économique excessivement énorme que nos pays ne pourront pas supporter. Ça, c'est une urgence et ça, c'est un rationnel. Il faut appuyer une stratégie de réduction des risques et méfaits. Et ces stratégies doivent être multidimensionnelles. Et on a un rationnel scientifique qui est prouvé pour adopter de telles stratégies. Les fumeurs qui ne veulent pas arrêter de fumer ou ceux qui ne sont pas en mesure de le faire de façon temporaire ou durable doivent bénéficier de notre aide et se voir offrir une panoplie de choix pour des produits de beaucoup moins risqués que le tabac brûlé. Il faut qu'on offre à nos populations fumeurs des alternatives crédibles pour arrêter. Et pour ça, il nous faut avoir à disposition des moyens efficaces pour leur permettre de lutter contre cette dépendance qui est effroyable. Malgré tous les efforts qui ont été faits à différents niveaux nationaux, internationaux, pour décourager le tabagisme, le fait est qu'il y a toujours une partie de la population qui continue à fumer. Qui continue à fumer parce qu'ils veulent continuer à fumer ou qui ne peuvent pas s'arrêter de fumer vu certaines conditions physiologiques ou neurologiques, comme on l'a entendu ce matin déjà. Donc ce qu'il faut faire, c'est naturellement continuer les campagnes de prévention et de faire essayer aux gens de s'arrêter de fumer. D'un autre côté, ce que nous, on doit faire en tant que cigarettiers, c'est de changer la donne et de produire des produits qui sont beaucoup moins dangereux. Maintenant, qu'est-ce que c'est un produit à risque réduit? Naturellement, pour garantir le succès, et le fumeur d'habitude, ce qu'il cherche dans son habitude, c'est l'effet de la nicotine. Il faut un produit qui contient de la nicotine, d'un côté.
d'un autre côté, qui ne contient plus les effets ou les produits dangereux qui causent l'inflammation, qui sont pleins de radicaux, des produits qui sont générés par la combustion du tabac, donc d'une cellule végétale. Il y a deux manières pour arriver à ce genre de produit. Soit on extrait la nicotine du tabac et on la met dans une solution avec du propylène glycol, de la glycérine, afin de pouvoir en produire un aérosol ou une vapeur. Une autre façon d'obtenir gain de cause, là, c'est de réduire la température, donc de s'assurer qu'on a généré un produit qui passe tous les composants de goût, la nicotine et tout ça qui sont présents dans le tabac, sans brûler le tabac. C'est en fait pas trop difficile à faire. Au niveau technologique, c'est très compliqué, mais principalement, si on réduit la combustion, on réduit la plupart, jusqu'à 95% des composants chimiques qui sont dangereux, qui sont cancérogènes, qui sont inflammatoires, sans réduire le goût, parce que tous les composants de goût, en fait, ils sont distillés à des températures entre 200 et 400 degrés. Et la combustion commence au-delà de 400 degrés. Quelle est cette évidence scientifique? Eh bien, c'est l'absence de combustion. Puisqu'il n'y a pas de combustion, on génère moins de produits toxiques. Puisqu'on génère moins de produits toxiques, il y a moins de toxicité dans des modèles quelconques. Puisqu'il y a moins de production de produits toxiques, il y a une plus basse exposition et il y a moins de biomarqueurs de risque qui vont dans la mauvaise direction. Donc le tout donne un message réconfortant au niveau de la santé publique. Les stratégies, je reviens aux stratégies. Donc la lutte contre les carences en vitamines et minéraux constitue un élément essentiel. Il faut adopter et soutenir une approche globale où à la fois il faut parler de diversification, il y a l'enrichissement, il y a l'éducation nutritionnelle sur laquelle je voudrais insister, il y a des mesures de santé publique, la sécurité alimentaire et la supplémentation. Il faut absolument retenir les maîtres mots de prévention pendant cette période d'âge. Nous allons réduire dans le curatif ce qu'on peut réinjecter dans le préventif, parce que l'avenir de la santé, si on veut faire bien, c'est d'injecter énormément dans tout ce qui est prévention, et la prévention démarre d'abord pendant ces 1000 jours. Lutter contre les maladies non transmissibles, c'est intégrer la prévention et le contrôle du diabète et de l'obésité dans les plans nationaux de nutrition, de créer un environnement pas porteur qui encourage l'activité physique pour lutter contre la sédentarité dès les premiers stades de vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de maladies non transmissibles, de diabète, on est plus dans le traitement que dans la prévention. Dans nos pays, il faut développer des plans nationaux qui puissent intégrer ces priorités-là, et qu'il faut aussi créer des environnements qui puissent permettre aux enfants, aux adultes de pratiquer de l'activité physique afin de prévenir ces maladies. Aujourd'hui, la nutrition seule ne peut pas résoudre les problèmes de malnutrition en Afrique. Il faut qu'il y ait une approche multisectorielle qui implique tous les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. Il faut que tous les secteurs puissent, à travers un dispositif, coordonner leurs activités, faire des plans d'action qui intègrent la nutrition avec des lignes budgétaires claires dédiées à la nutrition pour que les problèmes de nutrition puissent être pris en charge au niveau des pays. Beaucoup de gouvernements se sont positionnés à travers ces engagements, mais c'est les actions qui manquent. Et c'est là où on parle aujourd'hui de gouvernance de la nutrition. Au niveau des pays africains, quel doit être l'ancrage institutionnel de la nutrition pour que tous les secteurs se retrouvent autour de la nutrition et jouent leur partition? Pour pouvoir arriver, pour avoir une bonne note, l'Afrique, comme ça j'ai pris ce proverbe que je trouve très intéressant, il faut qu'on soit tous unis. C'est-à-dire qu'il faut qu'on profite des expériences des uns et des autres pour pouvoir s'entraider. L'Afrique doit s'entraider. Il faut que main dans la main, qu'on puisse ensemble travailler. J'aime bien ce proverbe, si tu veux aller vite, vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, alors il faut aller en groupe. Alors voilà, si on ne peut pas endiguer le stress, on peut toujours réduire les risques par rapport aux dépendances également.
C'est-à-dire, nous avons parlé de tabac, juste pour résumer rapidement, nous avons parlé de tabac. Aujourd'hui, on n'est plus dans la prohibition. Nous savons très bien que la prohibition n'a pas marché pour d'autres substances. Il y a eu toute la politique et le programme MENARA qui a fait ravage avec les usagers de drogues injectables et qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, on peut parler de substitution et de réduction des risques pour le tabac et pouvoir offrir une troisième voie à nos patients. Le stress est absolument indispensable, c'est une nécessité, et quand on ne l'a pas, on le cherche. L'élément qui est absolument certain par ailleurs, c'est que le stress chronique est très, très, très toxique. Le stress chronique est mauvais pour le corps et mauvais pour l'esprit. L'hypertension, le diabète, le cancer, toutes les maladies chroniques non transmissibles ont quelque chose à voir, sont soit provoquées, soit aggravées, soit les deux, par le stress chronique. Il y a un lien incontestable entre le stress chronique et la dépression. Ce qu'on voit actuellement dans cette mondialisation accélérée, c'est qu'il y a une augmentation dans tous les pays du monde de la prévalence de la dépression dans la population générale. Une femme enceinte sous stress, parce qu'elle est frappée par son mari, parce qu'elle n'a pas suffisamment à manger, parce qu'elle est dans la misère, parce qu'elle est sous les bombardements, est une femme qui va avoir un enfant qui sera plus tard soit dans la dépression, soit dans la schizophrénie. Ça a été démontré. Prévention, extrêmement important puisque nous parlons ici de prévention. La pollution sonore. Jules César, à Rome, avait interdit à toutes les roulottes de passer dans Rome à partir de 10 h du soir. La pollution sonore est extraordinairement stressante. Il y a trop de bruit, trop de parasites, trop de sollicitations. Il faut arriver à un moment à se déconnecter. À 9 h du soir, j'éteins mon téléphone portable. Arrive ce que voudra. On n'avait pas de téléphone portable avant. Il faut avoir des moments maintenant aux États-Unis, il y a des périodes, les gens, pendant une semaine, n'ont aucun accès, se mettent dans un endroit où ils ne peuvent avoir aucun accès à une technologie de l'information. Aucun. Et ça leur fait un bien énorme, ils dorment beaucoup mieux. Je crois qu'il est très important de parler en particulier de santé mentale dans le travail. Dans tous les lieux de travail, on doit avoir un endroit où on puisse faire la sieste. Fondamental. Dans tous les lieux de travail, on doit avoir un endroit où on puisse avoir du silence. Ceci est formidable parce que quand on a fait sa sieste, on a une multiplication de sa concentration et de ses capacités de fonctionnement par 1,5 à 2 pratiquement. Le coût économique du stress a été évalué en Europe à 20 milliards d'euros. Donc, on voit que le stress affecte la santé mentale, avec les addictions, on verra, les dépendances, je dirais, avec les dépressions, la santé physique par le poids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et puis le bien-être de la personne, avec une diminution d'efficacité et la possibilité d'erreur dans son travail. Et que la législation européenne, par une directive de 1999, a obligé à inclure la santé mentale dans le champ de la prévention des risques. Il y a une flopée de pathologies, tout un ensemble de pathologies qui surviennent dues au stress, qu'il faut savoir prévenir. Donc, savoir prévenir, c'est de jouer sur l'un des différents mécanismes au niveau des maladies somatiques, au niveau des maladies cardiaques, donc, également au niveau de toutes les maladies psychologiques, au niveau des maladies digestives. On peut les prévenir simplement en faisant une éducation de ces patients-là. On va les informer, les éduquer. Et c'est ce que fait le programme de lutte en Côte d'Ivoire pour les maladies, pour la santé mentale. Ils vont dans les services, c'est auprès des travailleurs, ils les forment, ils sensibilisent également les travailleurs sociaux pour la prise en charge de ces patients-là. Et dans les sociétés scientifiques le font également pour les hypertendus, pour les pathologies cardiaques, ils font des dépistages de masse et on sensibilise ces malades-là.
Le sport est conseillé, le ministère a essayé de lancer un programme, mais ça n'a pas encore démarré comme il le faut parce que le sport aide à déstresser.